Donc, elle est déléguée du recteur à l'assurance qualité et la pédagogie universitaire, doyenne honoraire de la faculté des sciences de l'éducation et professeure en sciences de l'éducation à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Professeur Maïzil est expert auprès d'agences internationales d'assurance qualité. Elle est membre de plusieurs plateformes internationales, dont le comité OIT UNESCO sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant. Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française, elle est auteure de plusieurs ouvrages, dont Images écrites, voilà, d'autres images écrites, Joseph et l'or, et écrit dans l'Amage qui est apparu il y a quelques jours. Voilà, merci professeur Maïzil d'être là. Merci d'avoir accepté de nous faire cette conférence ce soir et la parole est à vous. Merci. Voilà, merci pour votre invitation et merci pour votre présence à tous. Donc, je vais commencer par partager donc mon écran. Ben, si vous permettez juste pour leur expliquer un peu le déroulement. Donc, pour les questions, on va procéder à la fin de la conférence, si vous permettez. Les questions peuvent être posées directement ou dans le chat. Il y aura après une sorte, on va rassembler les questions et donc c'est à la fin, on aura le temps réservé pour répondre à ces questions. Voilà, merci. Voilà. Voilà, donc le titre de la conférence, juste pour te le rappeler, c'est « Assurer des conditions favorables à l'apprentissage grâce aux neurosciences cognitives ». Donc, le résultat attendu de la conférence, c'est d'enrichir notre réflexion à la lumière des neurosciences et des sciences cognitives en général pour assurer de bonnes conditions d'apprentissage aux élèves. Alors, ce moment qu'on va passer ensemble, ça va être comme un puzzle à constituer. En fait, je vous invite à associer des implications pédagogiques aux données scientifiques qui seront évoquées. Et j'ai pensé en préparant cette séance que c'était en fait comme les cailloux du petit poussé, comme ça. Donc, ces implications pédagogiques vont dessiner un chemin et nous allons avancer donc par petits pas et progressivement. Voilà, alors après quelques propos introductifs, je propose d'évoquer quelques-unes des caractéristiques du cerveau humain qui sont en lien avec l'apprentissage. Ensuite, de voir quels sont les mécanismes et les piliers de l'apprentissage identifiés par les neurosciences. Et enfin, je ferai une synthèse structurée des conditions favorisant l'apprentissage. Alors, au fur et à mesure, je vais évoquer des implications pédagogiques, même s'il y aura parfois par moment des répétitions. Je pense qu'elles ont une fonction, donc, parce que comme ça, elles auront plus de sens à la fin quand nous ferons cette synthèse plus structurée. Voilà, je commence donc d'abord par vous dire que nous avons beaucoup de chance, en fait, d'enseigner dans un temps où les fatalismes psychologiques et sociologiques sont dépassés et où l'éducabilité, c'est-à-dire la capacité de chacun d'apprendre, est confirmée. Je pense que c'est une chance inouïe d'avoir dépassé ces fatalismes-là. Nous avons aussi beaucoup de chance d'enseigner dans un temps où l'on sait comment fonctionne le cerveau et donc quelles conditions, donc quoi lui assurer. Nous avons aussi beaucoup de chance parce que dans ce temps-là, donc justement le rôle de l'école et de l'enseignant sont scientifiquement reconnus et valorisés puisque justement ces fatalismes psychologiques et sociologiques sont dépassés, puisqu'on sait quoi et comment faire. Alors le rôle donc de l'école et de l'enseignant en sont d'autant plus importants. C'est un temps aussi où les nouveaux défis que pose le développement exponentiel de l'intelligence artificielle nous poussent à questionner nos pratiques, donc à devenir plus et autrement intelligents. Ça, j'aime beaucoup, c'est Michel Serres, ce philosophe ce joyeux et qui parle de ça. Il dit que maintenant, avec le développement, il l'avait dit, il est décédé il y a quelques temps, mais il avait dit que le développement exponentiel de cette intelligence artificielle nous pousse à être autrement intelligents. Donc, c'est un temps donc, où ces nouveaux défis nous poussent à questionner nos pratiques. Donc, voilà. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher, j'avais envie de partager avec vous cette phrase que j'aime beaucoup de Kamel Daoud qui dit que vivre, c'est être inquiet avec délice.
Donc, moi, je pense intéressant de voir des éléments pour vivre nos nouvelles questions avec des listes. Donc, sans inquiétude, mais avec des listes, en reconnaissant que nous avons beaucoup de questions sans réponse jusque-là. Voilà. Donc, je vais entamer. Donc, maintenant, on va aborder quelques-unes des caractéristiques du cerveau humain en lien avec l'apprentissage. Alors, je propose de me taire pendant juste quelques minutes, quelques secondes en fait, et je vais vous demander à chacun d'entre vous d'identifier 2 caractéristiques du cerveau humain qui pourraient être en lien avec l'apprentissage. Maintenant, nous n'allons pas faire une mise en commun, mais je pense que ce moment de réflexion personnelle va être utile plus tard pour pouvoir faire des liens avec ce qui va venir. Voilà, alors je vais me taire et juste quelques secondes pour identifier ces 2 caractéristiques. Voilà. Alors, je vous propose ce que j'ai pu identifier. D'abord, nous savons maintenant que notre cerveau est programmé pour apprendre. Donc, nous naissons inachevés, nous sommes de grands prématurés, nous sommes donc des êtres apprenants, comme dit Stanislas Dehaene. Et apprendre, donc, est un élément de survie. Il va de notre survie d'apprendre. Et nous savons que le cerveau, de toute façon, n'arrive à maturité qu'à un âge assez avancé de la vie, au-delà de vers 25 ans. Donc, nous sommes effectivement de grands prématurés et nous avons besoin d'apprendre pour survivre. Donc, nous sommes programmés pour être curieux, tout comme nous sommes programmés pour la faim, la soif, la sécurité, la reproduction. Donc, nous sommes programmés pour sortir de notre zone de confort et pour apprendre. Ça aussi, c'est un élément de survie, de sortir de notre zone de confort, d'aller chercher ailleurs. Et là, petit à petit, j'ai mis en vert les éléments qui nous rapprochent des éléments à assurer, des leviers des leviers pédagogiques qui sont en lien avec ces caractéristiques que je suis en train d'évoquer. Donc, je disais donc que nous sommes aussi programmés pour être curieux, ce qui est tout à fait en lien avec cette autre capacité, j'ai envie de dire, pour laquelle nous sommes programmés, qui est celle d'anticiper. Et on sait que quand on anticipe, en fait, on se pose des questions, mais sur un avenir qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc, on émet des hypothèses sur l'avenir, ce qui nous pousse justement à chercher et à apprendre. Et donc, André Gide avait tout à fait raison de dire que l'appétit du savoir vient du doute. Justement, comme nous avons cette capacité à nous poser des questions, nous avons cette capacité pour le doute. Et pour reprendre la phrase de Kamel Daoud, nous avons cette capacité à l'inquiétude. Donc, pour cela, nous sommes poussés, nous avons comme quelque chose qui nous pousse, qui nous propulse donc vers le fait d'engager donc des hypothèses et d'aller explorer, de chercher et d'apprendre. Ceci, donc petit caillou du petit poussé, nous montre l'importance justement de procéder, de mettre en œuvre des méthodes actives d'apprentissage, des approches qui posent des questions, des problèmes à résoudre, et aussi d'avoir une image positive de soi pour sentir que nous sommes capables d'aller chercher des réponses pour des questions que nous n'avons pas. Donc, nous sommes capables d'apprendre. Une autre caractéristique de notre cerveau, c'est que notre cerveau est programmé aussi pour formuler des hypothèses et pour les transformer ensuite en connaissances. Donc, on appelle, voilà. Alors, c'est le cerveau statisticien et François Tadei dit que nous sommes tous nés chercheurs. Alors là aussi, c'est un élément de survie. Nous sommes obligés, donc comme nous anticipons, nous nous posons des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Nous émettons, nous formulons des hypothèses. Nous devons aller explorer pour chercher des réponses à ces hypothèses qui sont posées. Donc effectivement, nous sommes tous nés chercheurs. Et là aussi, c'est un élément de survie. Nous sommes obligés de poser des hypothèses pour y aller, pour les tester, pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent ou aux questions qui se posent. Alors là, aussi, j'ai voulu évoquer l'importance, donc ici, de respecter cette loi pédagogique qui est la loi des réponses multiples. C'est-à-dire de favoriser, quand on pose une question, quand on pose une problématique, un problème, etc., de respecter la loi des réponses multiples. C'est-à-dire de laisser
laisser toutes les réponses émerger, de les autoriser à émerger. Et là, moi, j'aime beaucoup aussi cette idée de pensée divergente, de respecter aussi la pensée divergente, de laisser les personnes répondre à partir de ce qu'elles savent déjà, à partir de ce qu'elles pensent déjà, à partir de leurs expériences, donc d'émettre des hypothèses, donc qui sont des réponses à tester, pour aller ensuite, évidemment, vers la pensée convergente et qui va nous mener ensuite vers des généralisations et des abstractions. Donc, notre cerveau est programmé aussi pour cela, donc pour formuler ces hypothèses et pour les transformer ensuite en connaissances. Il est programmé donc pour associer, parce que nous émettons des hypothèses à partir de ce que nous savons déjà, évidemment. Alors, nous savons maintenant que le mécanisme de réflexion, d'analyse, de résolution de problèmes est fondé essentiellement sur ce mécanisme. Donc, nous associons nous procédons par association et créer aussi, en fait, ce n'est rien d'autre aussi que des associations. C'est une façon d'associer, mais d'associer des choses nouvelles, des choses inattendues, parfois des mots qui se rencontrent pour la première fois ou des idées nouvelles et inattendues. Voilà. Alors là, j'ai mis aussi avec en rose fuchsia que tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments, je n'ai pas le temps de détailler pourquoi, mais enfin, vous le pressentez peut-être, ce sont des éléments qui garantissent également notre survie, donc ces capacités-là et ces caractéristiques que nous avons. Notre cerveau aussi est programmé pour interpréter, pour élaborer. Il est capable de langage interne, de langage de la pensée. Donc, nous sommes essentiellement des êtres de représentation. Et là, il y a de très beaux écrits sur cette faculté-là. D'abord, évidemment, Yuval Harari, dans son livre « Sapiens », en parle longuement. Et j'aime beaucoup aussi cette femme rabbin qui s'appelle Delphine Orviller, qui parle aussi de cette capacité que nous avons à inventer des récits, à élaborer, voilà cette capacité de langage interne que nous avons. Il y a beaucoup de très beaux écrits aussi sur ça. Donc, qui montrent que nous ne sommes pas seulement des êtres de perception, mais nous sommes des êtres de représentation. Nous élaborons, nous inventons le réel. Et ça aussi, c'est un élément qui nous permet également de survivre, parce que c'est justement cette élaboration qui va donner sens à ce que nous vivons. Et ce sens que nous donnons va nous orienter pour prendre des décisions à venir. Voilà. Un autre élément, c'est que nous sommes également programmés pour tirer parti de la moindre donnée. Cela aussi, c'est un élément qui est en lien avec notre survie. On dit, bon, pour le dire en anglais, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais, que machines are data hungry, but humans are data efficient. Et moi, j'aime beaucoup ce concept, on va dire, de Jean Kelevich, le presque rien. Le presque rien nous éclaire. Nous avons besoin de peu de choses, parfois pour comprendre. Un petit détail peut expliquer. Et moi, je pense que contrairement à la machine qui a besoin de beaucoup de données, beaucoup de données, justement, parfois nous pouvons comprendre plus rapidement par un petit détail. D'ailleurs, maintenant, me vient à l'esprit la poésie qui est d'une façon comme ça très rapide, par un éclair parfois, explique des choses très compliquées. Alors voilà, nous avons cette faculté-là de comprendre rapidement par des petits détails, par un petit détail, quelque chose qui peut être important. Autre caractéristique de notre cerveau également, c'est que nous sommes programmés en fait pour rétablir un équilibre perdu. Et la fonction de l'intelligence, en fait, c'est une fonction d'homéostasie. Et ça, c'est excessivement important. Moi, ça m'a intéressé, enfin, personnellement, de savoir que la fonction principale de notre intelligence, c'est de rétablir un équilibre perdu. Alors là aussi, c'est un élément de notre survie parce que nous devons inventer des solutions, nous devons inventer des réponses. Et ça, c'est la fonction principale de notre intelligence. Alors moi, je pense, la petite parenthèse, qu'il faudrait peut-être trouver un autre mot pour ce qu'on appelle intelligence artificielle, parce que pour rétablir un équilibre perdu, il faut sentir que l'équilibre a été perdu. Et donc, justement, cette vulnérabilité-là nous aide à reconnaître d'abord qu'un équilibre est perdu, qu'une question se pose et qu'il faut trouver des solutions ou des réponses. Autre caractéristique de notre cerveau et qui fait que nous ne serons jamais remplacés, que les enseignants, en fait, ne seront jamais remplacés par des machines et autres robots, c'est que nous sommes sensibles aux indices de communication verbale et non verbale. Cela aussi est un élément de notre survie parce qu'il est important pour nous de comprendre l'autre, parce que l'autre émet
des messages qu'il est important pour nous de décoder. Donc là, petit indice aussi en vert, donc qui nous rapproche des conditions à assurer, voilà, des conditions pédagogiques à assurer le regard. Moi, je me suis rendu compte, en étant plus sensible à ça, je me suis rendu compte que parfois, quand on a un groupe d'une trentaine d'élèves ou d'étudiants, il y a certains qu'on ne regarde pas, peut-être ceux qui sont les moins, qui participent le moins, qui sont le plus effacés, on ne les regarde pas. Alors, bon, maintenant, on sait quelle est l'importance du regard et des renforcements positifs. Ça peut être, en tout cas, là, je ne sais pas, j'ai l'exemple en tête maintenant des jurys, quand des gens passent l'oral d'une thèse ou d'un examen ou de quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est important de signaler par le regard à la personne qui parle qu'on est intéressé par ce qu'elle dit. Pas nécessaire qu'on approuve ce qu'elle dit, mais en tout cas qu'on l'écoute et qu'on est intéressé. Donc, de la regarder dans les yeux. Moi, voilà. Alors, le regard et les renforcements positifs. Aussi, nous sommes, nous, les humains, sensibles aux gestes et aux intentions de l'autre. Alors, cela, c'est tout à fait passionnant de savoir que nous sommes outillés par des neurones qu'on appelle les neurones miroirs, justement, qui nous permettent d'être sensibles, de fonctionner en phase, j'ai envie de dire, avec l'autre, avec ses gestes. Mais maintenant, on sait que ce n'est pas seulement avec ses gestes, mais également avec ses intentions. Et là, je pense que c'est fort. Ça veut dire que quand on est en présence de quelqu'un d'autre, avant même qu'il n'ait énoncé des paroles, avant même qu'il n'ait émis des gestes, nous pouvons être sensibles à ses intentions et nous pouvons fonctionner en écho avec ces intentions-là. Donc, nous sommes capables de cette attention partagée de par ces neurones miroirs. Alors là, ça nous rend capables d'empathie, évidemment, et ça montre l'importance de l'empathie, ça montre l'importance de l'intentionnalité. L'intentionnalité qui est tout à fait en lien avec l'identification projective, ça veut dire quand on sent que l'enseignant veut très très fort, souhaite très très fort que nous apprenions quelque chose, c'est un levier justement pour l'apprentissage. Alors maintenant que je suis grand-mère depuis peu, donc, je suis en train de voir de nouveau, de tester de nouveau combien c'est important quand le petit enfant quand on a envie de lui apprendre des mots nouveaux, combien c'est important de lui montrer notre volonté très grande, notre intention qu'il puisse répéter, notre joie quand il l'a fait. Donc, notre intention qui va susciter cette identification projective. Donc, l'autre va se projeter dans mon désir très fort, qu'il puisse apprendre ce que je souhaite qu'il apprenne. Donc, tout ça va avoir un rôle très important. Voilà, Boris Cyrulnik a écrit de très, très belles choses à ce propos. Il dit que nous sommes capables, nous avons des capacités physiologiques confirmées, bien sûr, comme la parole, la station debout, etc. Mais il dit que ces capacités-là, pour lesquelles nous sommes programmés physiologiquement, sont précédées d'une foule d'aventures et émotionnelles. Voilà. Alors, l'identification projective, je la mets en lien avec cette intentionnalité. Et évidemment aussi l'identification par trait unique, parce que l'autre, donc par un autre biais, va s'identifier à nous, il va s'identifier à notre passion très grande pour cette matière-là. Alors, il va prendre de nous, voilà, cette passion très grande. Et là, j'aime beaucoup, moi, cette phrase de l'abbé Pierre qui dit « Soyez contagieux ». Moi, je pense que c'est une bonne façon, en tout cas, d'enseigner, c'est d'être contagieux soi-même et que notre passion, elle est souvent contagieuse. Et c'est un levier aussi pour l'apprentissage de l'autre. Une autre caractéristique des humains qui est plus développée que chez d'autres espèces, c'est la coopération. Donc, ce qui est aussi un élément de survie, Yuval Harari le montre de façon magistrale dans son livre « Sapiens ». Et moi, je pense, et là, c'est mon slogan quand on travaille ensemble avec des équipes, c'est que nous sommes plus intelligents ensemble que seuls. En tout cas, chacun de nous a pu le constater. Alors de là, donc l'importance des méthodes coopératives à mettre en œuvre et du conflit, d'autoriser, de favoriser le conflit socio-cognitif par des travaux de groupe, par des échanges, etc. Parce que nos cerveaux se nourrissent l'un de l'autre, et surtout quand on n'est pas d'accord. C'est un levier très intéressant pour activer le cerveau. Voilà. Aussi, il est important pour nous de savoir qu'une des caractéristiques de notre cerveau, moi, que je trouve très belle, c'est qu'apprendre procure du plaisir. Alors, quand on apprend quelque chose qui a du sens, évidemment, quelque chose pour lequel on a de l'intérêt, ça va activer des substances qui vont activer le système des récompenses.
Alors, ça m'a beaucoup intéressé de savoir que quand on a beaucoup de plaisir à lire un livre, à écouter un propos, à suivre un cours intéressant, à avoir un échange intellectuel avec quelqu'un, on active ces substances-là du plaisir, comme quand on mange un bon chocolat ou bien qu'on a une relation physique ou bien donc tous ces moments de grand plaisir. Un autre élément, qu'il est important à mes yeux de savoir, c'est que chez nous, les humains, l'émotion et la cognition sont biologiquement inséparables. Et là, je vous invite à lire ce très beau livre d'Antonio Damasio, je pense que c'est son dernier ouvrage, qui s'appelle Sentir et savoir. Et c'est exprès qu'il a mis sentir d'abord et savoir après. Donc, il montre dans ce livre comment l'émotion précède la cognition. Et Erich Neves dit qu'un cerveau humain est d'abord un cerveau émotionnel. Alors là, ça nous montre que cette capacité à l'émotion, qui est une de nos vulnérabilités, cette vulnérabilité est une force, peut être une force, en tout cas, si on sait la gérer, parce que c'est l'émotion, en tout cas, qui nous alerte d'un danger, d'une menace, d'un équilibre perdu, etc., qui va faire qu'on va s'activer pour trouver des solutions, pour agir. Et là, bon, ça aurait été intéressant. Bon, j'avais eu le plaisir et l'occasion de faire une petite intervention à ce sujet-là, comment notre émotion peut être, cette capacité à la vulnérabilité peut être une force. Donc de là, en tout cas, on voit l'importance, donc pédagogiquement pour nous, d'assurer un climat bienveillant pour l'apprentissage et l'importance de la relation pédagogique. Alors, on sait maintenant que le climat affectif impacte le frayage cérébral, c'est-à-dire que le climat affectif va impacter la structure à la limite. Il va avoir un impact, ce climat a un impact excessivement important sur notre cerveau. Donc, il a un impact important sur le frayage cérébral et sur l'apprentissage. Et là, il y a des expériences très intéressantes que cite Boris Cyrulnik dans ses derniers écrits. Donc de là, de nouveau, on voit l'importance d'un climat bienveillant. Les biais cognitifs aussi, c'est important d'en parler. Gérald Bronner, ce sociologue que vous connaissez sûrement, en parle de façon excessivement importante. Alors, dans notre cerveau, notre cerveau peut nous piéger. Il y a des pièges auxquels nous pouvons succomber. Et Gérald Bronner dit que maintenant, avec ce tsunami numérique, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ces pièges-là, ces biais cognitifs peuvent être exacerbés. Donc, il est excessivement important à mes yeux de les connaître, ces pièges, pour les gérer, pour bien les gérer. Alors là, de là l'importance, justement, comme implication pédagogique, d'assurer un temps pour les méthodes pédagogiques, métacognitives, de voir comment fonctionne notre cerveau pour justement ne pas être piégé par ces archaïsmes qui sont toujours prêts à ressurgir et qui sont actuellement, en tout cas, très sollicités pour ressurgir. Et également, l'importance de développer toutes ces approches pédagogiques, méthodes actives et autres, qui vont développer l'esprit critique, en tout cas qui est reconnu maintenant comme grande cause nationale, de toute façon. Voilà. Un autre élément, c'est le fonctionnement pendulaire de notre cerveau. Nous savons maintenant que notre cerveau, comme les pendules de nos grands-mères, a un fonctionnement pendulaire, comme les vieilles horloges. Donc, il a un besoin d'alternance, il a besoin de temps fort et de temps en creux, de veille et de sommeil, de travail et de pause. Et moi, j'aime beaucoup dans ce psaume-là, cette phrase qu'il est un temps pour toute chose. Et je pense que c'est sage, en tout cas, de se le rappeler dans beaucoup d'occasions, de toute façon. De toute façon, ici, ce qui nous concerne, c'est le rythme de l'apprentissage. Il est important de savoir que cette alternance est excessivement importante. Notre cerveau en a besoin. Voilà. C'est important aussi pour nous enseignants de savoir que notre cerveau est capable de capacités contraires. Et là, vraiment, on pourrait faire une conférence entière sur le fonctionnement binaire de notre cerveau et sur ses capacités contraires. Mais on n'a pas le temps de détailler cette idée. Mais c'est intéressant pour nous, enseignants, de savoir que le cerveau humain résiste au changement. Il résiste face à un apprentissage nouveau. Il n'aime pas beaucoup la nouveauté. Il a besoin de se défendre par instinct de survie.
il a besoin de conserver, de s'accrocher à ses automatismes, à ses habitudes, etc. Il n'aime pas les opinions autres que la sienne, mais en même temps, il s'active et il évolue grâce au changement. Donc là, c'est très intéressant. Et là, je pense que c'est important pour nous de le savoir, de savoir que toujours un apprentissage comporte un moment de déstabilisation qu'il faut savoir accepter quand nous sommes en train d'apprendre et quand nous sommes en train d'enseigner à quelqu'un, il faut savoir qu'il va y avoir un petit moment de déstabilisation, mais comment le gérer au mieux pour que cette petite déstabilisation ne se fixe pas et puisse être un moment que l'apprenant va dépasser. Donc de là l'importance d'un climat bienveillant, de conditions affectives qui puissent, enfin, d'assurer des conditions affectives pour rassurer le cerveau justement, pour qu'il puisse dépasser cette résistance qu'il peut avoir, pour bénéficier justement de cette capacité qu'il a à changer, à évoluer et à apprendre. Voilà. Nous savons aussi, et là c'est un peu en lien aussi avec ce que je viens d'évoquer, notre cerveau est structuré. Nous savons que des sillons se forment et se fixent dans nos cerveaux. Et là, je vous reporte aux travaux intéressants de Bono, qui montrent justement avec des images comment avec l'habitude essentiellement, il a des sillons qui peuvent se former et qui peuvent se fixer. Et parfois, on prend les mêmes chemins tout simplement par paresse, parce que nous sommes habitués à les prendre, alors qu'on pourrait prendre d'autres, peut-être qui nous seraient plus bénéfiques. Alors, il est important de savoir donc, que le cerveau aussi, des apprenants que nous avons en face de nous, comporte des sillons pour lesquels et que parfois il est difficile de sortir de ces sillons-là. Voilà, alors, en tout cas, quand on pilote un changement dans une institution, ou bien quand on enseigne, et je trouve que c'est très proche, en tout cas, que ces deux choses sont très proches, parce qu'un apprentissage, c'est un changement. Évidemment, on modifie les représentations antérieures. Donc c'est important de savoir qu'il y a des sillons qui se sont forgés, qui se sont formés chez les gens, et qu'il s'agit de déstabiliser un peu avec doigté pour que la personne accepte d'en sortir et de se frayer d'autres chemins plus efficaces et plus propices en tout cas. Voilà, et nous savons aussi maintenant aussi que notre cerveau est doté d'une immense plasticité, d'une énorme plasticité. Et maintenant, on sait que jusqu'à la fin de la vie, cette plasticité, évidemment, qui est ralentie, évidemment, avec l'âge, qui est beaucoup, beaucoup plus forte au cours de l'enfance, évidemment, mais nous savons maintenant que cette immense plasticité peut être maintenue à certaines conditions. Nous n'avons pas le temps de détailler ces conditions-là. En tout cas, d'être dans un apprentissage continu, permanent, d'être en interaction avec l'autre, d'être exposé à des avis différents que le nôtre, tout cela, en tout cas, active cette plasticité du cerveau. Voilà, donc voilà quelques-unes des caractéristiques donc, de notre cerveau qui peuvent être en lien. J'ai signalé, comme ça je commençais à évoquer, donc en vert, quelques-unes des approches pédagogiques qui peuvent être en lien avec ces caractéristiques de notre cerveau. Voyons maintenant donc, quels sont les mécanismes et les piliers de l'apprentissage. Voilà, alors j'ai voulu ici introduire cette partie par cette phrase du philosophe Alain qui dit « Il faudrait apprendre à se tromper dans la bonne humeur. Penser, c'est aller d'erreur en erreur. » J'ai aimé le rythme de cette phrase d'abord, et puis je l'ai trouvée joyeuse, cette phrase. Alors voilà, apprendre à se tromper dans la bonne humeur. Et on va voir petit à petit, en tout cas, que le rôle de l'erreur est essentiel. Donc, c'est excessivement important de l'accepter, de vivre avec, de la modifier, de la dépasser, voilà. Donc, accepter le tâtonnement, parce que nous sommes souvent impatients face à nos propres tâtonnements et aux tâtonnements des autres. Aussi, j'ai envie de partager avec vous cette phrase que j'aime beaucoup, beaucoup de Rilke, qui dit « Ne vivez pour l'instant que vos questions ». Alors, c'est un très beau passage dans Lettre à un jeune poète de Rilke, où il parle de nos questions et de nos questions qui sont sans réponse pour le moment. Et nous sommes peu habitués à accepter nos questions. Souvent, nous sommes tentés de les taire par des réponses rapides ou bien par de l'impatience. Et là, c'est très beau parce qu'il dit parfois, il est bon parfois de se laisser prendre par la main par nos questions, justement,
En tout cas, maintenant, j'ai voulu dire cette phrase aussi parce que maintenant, avec ce développement exponentiel de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec toutes ces choses, nous avons beaucoup de questions, nous sommes pleins de questions. Ces questions peuvent amener de l'inquiétude, donc voilà, soyons inquiets avec délice, acceptons ces questions et acceptons aussi que on va se tromper parfois dans les réponses, on va tâtonner, on va trouver des pistes intéressantes parfois et ensemble souvent pour y répondre. Voilà. Nous savons que notre cerveau apprend par itération. Donc, il teste des hypothèses. Alors, il émet des hypothèses, notre cerveau, il émet donc une prédiction qu'il va aller tester par l'expérience, par ses lectures, par les enseignements, par la vie, etc. Donc, ces expériences, ce à quoi il va être exposé, va lui procurer un feedback. Ce feedback va amener des corrections à cette prédiction originelle qui va à son tour mener vers une nouvelle prédiction. Voilà, et c'est comme ça que nous avançons en fait. Donc, nous émettons des hypothèses, nous les testons, nous les corrigeons et nous avançons. Voilà. Alors, notre cerveau, en fait, il est programmé pour d'abord émettre des hypothèses, pour les affiner, pour les ajuster et pour les modifier. Donc, une acquisition nouvelle, on sait maintenant qu'elle s'appuie sur des circuits antérieurs, parce que nos hypothèses, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles viennent de quelque part aussi. Elles viennent de notre expérience passée, de nos apprentissages antérieurs. Donc, le cerveau ajuste, il modifie progressivement. Il y a comme une aiguille chercheuse dans notre cerveau qui va chercher ce que nous savons déjà, qui va s'appuyer sur ce que nous savons déjà pour émettre donc des hypothèses. Voilà. Alors, ce que nous savons déjà, c'est comme des crochets. C'est comme si nous avions dans notre tête, voilà, c'est une image qui est très simple qui m'est venue. C'est comme si nous avions des crochets auxquels vont venir s'accrocher, on va dire, des informations nouvelles. Alors, il est très important de laisser émerger des représentations, les représentations, pour les réajuster. Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle les représentations écran. Parfois, on entame un apprentissage sans prendre ce temps de laisser émerger les représentations antérieures. Alors, tout bêtement, il y a des représentations qui peuvent être un écran, qui peuvent empêcher les connaissances nouvelles de venir se greffer. Alors, il est très important donc de laisser émerger les représentations antérieures pour les réajuster parfois, en tout cas pour venir ajouter cette donnée nouvelle que nous proposons dans un apprentissage à des données antérieures. Alors de là l'importance de la loi des réponses multiples pour laisser émerger les représentations, parce que je pense que c'est comme ça qu'elles peuvent émerger plus spontanément quand on laisse aussi de la place à la pensée divergente avant d'aller vers la pensée convergente. Alors, je vous ai mis ici cette phrase connaître Paul. Je ne sais plus où j'avais lu quelque part que pour enseigner l'anglais à Paul, il est important de connaître l'anglais, mais il est important de connaître Paul aussi. Et moi, de plus en plus, en tout cas, je pense qu'il est très, très important de connaître Paul, de savoir donc quel est le seuil de maturité de Paul, où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qu'il sait déjà. Et voilà, et j'ai cette posture de formation continue aussi est tout à fait en lien à mes yeux avec cette faculté que nous avons à affiner, ajuster, modifier sans cesse des hypothèses, donc à apprendre tout au long de nos vies. Alors, notre cerveau donc minimise ces erreurs par approximation successive. Donc là, la grande importance de dédramatiser, comme on vient de voir, l'erreur, donc d'avoir un tout autre rapport à l'erreur. Donc vraiment, alors maintenant, ce n'est plus comme ça dans la langue de bois que oui, l'erreur est une opportunité d'apprendre, parce qu'on l'a tellement répété que ça devient, je ne sais pas, c'est une phrase à dépoussiérer à mes yeux. Je ne sais pas, oui, c'est vrai que nos erreurs, elles sont de vraies occasions si on se penche dessus, si nous sommes accompagnés, si nous acceptons d'avoir été dans l'erreur. Voilà. Alors, et si nous savons aussi que grâce à cette erreur, nous allons avancer. Alors, de là, l'importance aussi de proposer des apprentissages ou des projets qui se situent dans ce qu'on appelle, alors il y a plein de noms pour dire cette zone-là, en tout cas, voilà, quel que soit le nom que vous utilisez, en tout cas, la zone de développement prochain, c'est-à-dire de quoi est capable, jusqu'où elle est capable d'arriver dans ce moment-là de sa maturité. Donc, de là, l'importance de procéder par légère déstabilisation
et stabilisation progressive. Alors, moi, j'accorde une énorme importance à la politique des petits pas. Voilà, elle a beaucoup de sens à mes yeux, à tous les niveaux. Elle a beaucoup de sens, cette politique des petits pas. Peut-être pour avoir été la fille d'une femme qui a apporté de grands changements législatifs dans mon pays, et je l'ai vu comme ça procéder toujours par petits pas, respecter les seuils de maturité, et les respecter, ça ne veut pas dire ne pas être ferme parfois sur les avancées à apporter. Voilà, l'importance aussi du rythme des apprentissages, de respecter le rythme, d'aller du plus simple au plus complexe. Voilà. Alors, notre cerveau explore et stabilise au fur et à mesure. Donc, on apprend en anticipant un résultat. Nous sommes comme des acteurs critiques. Et moi, ça m'a assez plu, cette idée d'être un acteur critique. C'est-à-dire, on va agir, évidemment, parce que on est tout le temps dans la critique, on n'agit plus. Et là, on peut aussi être tenté aussi par ça. Alors non, nous allons agir, mais nous allons être dans cette posture qui appelle beaucoup d'humilité, que nous allons agir, nous allons nous tromper, nous allons rectifier. Donc cette posture d'acteur critique qui agit et qui s'auto-évalue, donc oser se tromper. Et moi, je trouve que ça, c'est en lien également avec la créativité, parce qu'on ne peut pas être créatif si on n'ose pas, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, que créer, c'est faire des liens inattendus. Alors, s'ils sont inattendus, s'ils sont nouveaux, parfois ils seront réussis, parfois moins. Bon, c'est pas... Voilà, donc de là, de nouveau, on voit de nouveau l'importance de ce rapport à l'erreur, l'importance aussi des encouragements, l'importance d'avoir une image positive de soi, parce que, comme on est en train de le voir, déjà pour émettre une hypothèse, il faut avoir une image positive de soi, comme étant capable d'émettre une idée, une pensée, une hypothèse, comme étant capable de l'ajuster, de la modifier, etc., et de la stabiliser à un moment. Voilà, maintenant, ceci est en lien avec les piliers de l'apprentissage identifiés de façon lumineuse par Stanislas Dehaene qui dit donc, le premier pilier de l'apprentissage qui est l'attention. Donc, nous savons que les circuits neuronaux sélectionnent, amplifient, propagent et mémorisent ce à quoi nous accordons de l'importance. Donc, d'où l'importance de la motivation. Le deuxième, je vais détailler très peu chacun de ces piliers tout à l'heure. L'engagement actif, qui est le deuxième pilier de l'apprentissage. Donc, apprendre, exige de générer des hypothèses avec curiosité. Donc, là, ici, nous voyons de nouveau l'importance de la motivation. Là, quand je parle de motivation, évidemment, je parle de motivation intrinsèque. L'importance aussi de l'image de soi, parce qu'on n'est pas fou, on ne va pas s'engager de façon active si on a une image négative de nous-mêmes. Donc, de là l'importance d'un climat sécurisant et rassurant, d'un climat bienveillant, et de là aussi l'importance de méthodes actives qui vont justement solliciter l'activité du cerveau. Troisième pilier identifié par Stanislas Dehaene, c'est le retour sur erreur. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le cerveau élimine les hypothèses inappropriées, stabilise les plus justes. Donc, de là l'importance de revenir sur ce qu'on a fait pour l'améliorer. Alors, de là aussi l'importance de la motivation. Pour avoir envie de retourner sur l'erreur, il faut que ce que nous faisons ait du sens, parce que sinon, on n'a aucune envie d'y revenir. On a envie que la chose finisse et c'est tout. Donc, cette motivation intrinsèque, donc on la retrouve de nouveau. Le climat bienveillant, on le retrouve de nouveau. Le rapport à l'erreur et le feedback, l'importance du feedback que nous allons recevoir. Enfin, la consolidation, qui est le fait de transférer qui va faire qu'on va pouvoir transférer dans notre mémoire à long terme les apprentissages pour laisser de la place aux nouveaux apprentissages. Là, on connaît maintenant le rôle de la répétition, même si elle est ennuyeuse parfois, mais elle est importante parce que notre cerveau n'a pas toujours la même disponibilité. Donc, la répétition qui est importante, l'exercice. Et là, moi, j'aime beaucoup ce propos de Philippe Mérieux sur la pédagogie de l'exercice et la pédagogie de l'intérêt. Et moi, comme je déteste la démagogie, je trouve qu'il faut être très nuancé et que toujours nous sommes pris dans cette tension, dans cette polarité qui est excessivement intéressante et qui nous appelle toujours à cette question où placer le curseur. Évidemment qu'il faut susciter l'intérêt, qu'il faut, etc., tout ça, mais aussi l'exercice qui est ennuyeux.
Donc, accepter ce bon ennui, comme l'appelle Philippe Mérieux, est important aussi. Oui, il est important de s'exercer, de répéter, parce que tout ça va permettre de consolider, donc de fluidifier les apprentissages et de les transférer dans la mémoire à long terme pour les confirmer, les renforcer et laisser de la place à de nouveaux apprentissages. Donc, de là, la réactivation, on va voir ça tout à l'heure, et le sommeil. Et de plus en plus, on voit les bénéfices énormes du sommeil. Donc, les nuits blanches sont absolument stupides parce qu'on sait que nous traitons de façon fulgurante les informations reçues dans la journée pendant notre sommeil. Voilà. Alors, l'attention, donc juste voilà, j'ai voulu donc signaler que nous sommes maintenant, nous enseignons dans un contexte de guerre attentionnelle. Alors, Gérald Bronner, je crois que c'est lui qui parle de guerre attentionnelle à cause des réseaux sociaux, de tout ça. En tout cas, nous savons tous, avec les élèves ou les étudiants dont nous avons la charge, donc combien leur attention est sollicitée. Donc, combien la question de l'attention, d'attirer leur attention, d'assurer donc leur concentration est un élément important. Donc, on voit également le lien avec la motivation, donc ici. Alors, comme je l'ai dit, les circuits neuronaux vont sélectionner, amplifier, propager et mémoriser ce à quoi nous accordons de l'importance. Donc, l'importance de donner du sens aux apprentissages, de préparer la prise de l'apprentissage en lui donnant du sens. Cette attention-là va activer les synapses sensorielles. Les sens vont être aiguisés, ce qui va permettre la rétention de l'information. Il est important aussi, enfin moi ça m'a intéressé de connaître les composantes de l'attention. Trois composantes, donc l'alerte, donc savoir émettre des signaux, dire quand faire attention, donc l'orientation de l'attention, à quoi faire attention, et ensuite le contrôle exécutif, savoir quelles opérations mentales mettre en œuvre, c'est-à-dire comment traiter l'information. Donc donner des signaux, il me semble important que l'enseignant, par de multiples façons en tout cas, ou bien, devrait pouvoir signaler quand est-ce qu'il faut vraiment faire attention là. Alors là, il y a plein de façons de s'y prendre, de dire à quoi au juste faire attention et ensuite comment. Alors là, de nouveau, on retrouve la motivation, on va la retrouver très souvent. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je pense en tout cas que s'arrêter à l'étymologie des mots est très utile pour aller plus en profondeur dans leur sens. On sait maintenant que le mot savoir vient du mot saveur. Donc, donner de la saveur, en tout cas, au savoir que nous proposons. Parce que sinon, je ne vois pas du tout pourquoi les gens s'intéresseraient nécessairement. Donc, préparer le témoin 1, c'est-à-dire préparer le cerveau à la prise d'information en donnant du sens à cette information qu'on va donner, à montrer quelle est l'utilité, pas nécessairement l'utilité dans le sens utilitaire de l'information, non, ça veut dire quel est l'intérêt, en tout cas, d'avoir cette information-là, ou bien d'entamer le projet, ou bien de... Voilà. La présentation de l'objet, moi, c'est un concept de Winnicott que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je vois de plus en plus combien ce concept est important dans nos vies de tous les jours, en tout cas dans l'enseignement, de présenter l'objet de façon à ce qu'il soit un bon objet, justement, pour que l'autre ait envie de le prendre en lui. N'est-ce pas, dans le verbe apprendre, en tout cas, il apprendre. Et moi, je ne vois pas du tout pourquoi on prendrait en soi quelque chose qu'on ne percevrait pas comme étant un bon objet, quelque chose qui ne serait pas présenté justement comme étant un bon objet. Je trouve que c'est très sain, à la limite, de refuser de prendre et d'apprendre quelque chose dont on ne perçoit pas du tout le sens. Alors, ce concept, moi, de présentation de l'objet m'est très cher dans la vie de tous les jours, dans la vie en général, dans l'apprentissage en tout cas. Donc, préparer le cerveau à accueillir l'information ou bien à accueillir le projet qu'on propose d'entamer. Voilà, d'où l'importance d'expliciter les objectifs et les résultats attendus. Parfois, nous prenons comme ça, nous prenons ces choses pour de l'acquis. On pense que vu que les résultats attendus d'une séance d'apprentissage, d'un projet, etc., vu que c'est clair pour nous, ça va être clair pour les autres. En tout cas, c'est surtout dans l'enseignement supérieur qu'on pêche par ce rapport-là à l'implicitement. Non, je pense qu'humblement, il est important d'expliciter les objectifs, les résultats attendus, parce que ceci va orienter aussi le cerveau justement vers à quoi
faire attention et va préparer ses structures d'accueil. Donc, d'où l'importance, en tout cas, de donner des consignes claires. Quand on donne un travail à faire, par exemple, un document à lire, il me semble très important de donner des consignes qui vont accompagner la lecture d'un document ou bien d'une ressource pour savoir justement à quoi faire attention au juste au cours de cette lecture-là. Alors, là, ça m'a intéressé, j'ai hésité si je le laisse ou pas, je vais laisser. Le lien très, très grand entre la motivation et la mémoire. Alors, on sait que la mémoire fonctionne en regardant vers l'avenir. On associe beaucoup la mémoire au passé, mais en fait, c'est ce mécanisme-là. C'est en se projetant vers l'avenir que nous retenons les choses. Donc, elle va être activée, cette mémoire-là, par ce qui nous sera utile. On sait maintenant que les acteurs de théâtre, par exemple, mémorisent comme ça leur texte en se projetant sur scène. C'est-à-dire pendant qu'ils sont en train dans leur chambre, en train d'étudier leur texte, ils se projettent sur scène. Et c'est justement cette évocation mentale qui va faire qu'ils vont mieux apprendre leur texte. Alors, là, la mémoire va stocker des épisodes qui sont intéressants ou marquants parce qu'elle est très saine, notre mémoire, elle ne va pas stocker ce qui ne serait pas. Alors, nous savons maintenant que notre mémoire épisodique, donc de par l'hippocampe, va enregistrer les événements, que notre hippocampe va enregistrer les événements qu'il juge importants et que notre mémoire sémantique va être activée pendant la nuit et que la nuit, les souvenirs vont être déplacés de cet hippocampe vers d'autres zones où ils vont se transformer en connaissances permanentes. Alors tout ça et cette mémoire de travail est à court terme qui va assurer justement, qui est favorisée par l'attention, ne peut pas assurer ce stockage, donc tout commence par là, mais rien, tout ce cheminement ne peut pas se faire sans avoir assuré donc justement cette attention que j'ai évoquée. Voilà, alors donc, d'où l'importance de nouveau donc, d'objectifs, d'énoncer des objectifs utiles et clairs. Donc, voilà. Le deuxième pilier, qui est l'engagement, donc en lien avec la motivation, l'image de soi, le climat, les méthodes. Donc, pour apprendre, le cerveau émet des hypothèses, comme on l'a dit, et compare. Donc, j'ai déjà parlé de ça, mais juste pour faire des liens donc, entre ce que nous avons vu comme caractéristiques, comme mécanismes et piliers, et ces approches pédagogiques, il reformule en mots et en pensées qui font sens pour lui. Donc, je pense aussi que c'est important de laisser du temps à cette reformulation, d'amener les gens, les élèves, les étudiants à reformuler ce qui a été dit ou ce qui a été appris. L'importance de laisser le temps d'essayer avant de donner la réponse. Donc, cela assure une meilleure rétention. Donc, de là l'intérêt important des classes inversées que nous utilisons souvent, mais je pense que si nous savons quel est l'intérêt, donc justement que ça correspond vraiment à un fonctionnement important, donc peut-être on y aurait recours de façon, enfin, plus large, donc cette approche des classes inversées, mais avec des consignes. Donc, pas balancer une tonne de ressources à consulter, non, donner quelques ressources bien ciblées avec des consignes justement pour orienter l'attention, comme on a dit tout à l'heure. Évidemment, autoriser les brainstorming et les méthodes actives. Et toujours, donc, quand on organise un travail en groupe, toujours, assurer un temps pour un travail individuel avant d'aller vers le travail collectif, vers l'échange, pour que chacun active son propre cerveau et ait quelque chose à apporter justement à ce pot commun. Alors, voilà, savoir qu'on va savoir prépare l'apprentissage. Alors, on retient les faits pour lesquels on était curieux. Donc, susciter cette curiosité est une de nos fonctions en tant qu'enseignants. Et voilà, donc se plaindre que nos élèves ne sont pas motivés, je pense qu'on n'est pas du tout pertinent, parce que ça fait partie de notre cahier de charge, justement, de susciter cette faim, de susciter cette curiosité pour que l'autre ait envie, donc, justement, de partager, donc, justement, cet apprentissage que nous proposons. Voilà. Alors, la curiosité, donc, déclenchée quand le cerveau détecte un décalage
entre ce qu'il sait et ce qu'il pourrait savoir. Donc, de là, on voit donc l'importance de respecter ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette zone d'apprentissage potentiel, de proposer des stimuli d'une complexité intermédiaire, donc qui sont nouveaux, oui, mais accessibles, de respecter le seuil de maturité, de procéder aussi par situation problème, par méthode active, etc. Donc, tout ce qui va susciter l'intérêt pour aller chercher ce qu'on ne sait pas encore, mais qu'on pourrait trouver. Voilà. Alors, là, la curiosité s'éteint, évidemment, et on ne va plus s'engager dans rien du tout. Puis s'éteint et apprend à ne plus tenter s'il détecte notre cerveau qui ne progresse pas ou bien qui ne pourra pas progresser. Alors là, moi, je suis très sensible à ce concept de résignation apprise. Je pense que ce concept s'applique à des individus dans la vie, s'applique à des élèves, s'applique à des peuples aussi, hélas, cette résignation apprise, c'est-à-dire quand on sent qu'on ne peut pas. Et là, j'ai envie de la rapprocher de rapprocher ce concept avec cette phrase que j'aime beaucoup, beaucoup de Sénèque, que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, mais parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Alors, parfois, nous ne tentons même plus d'entreprendre les choses. Alors, évidemment, elles vont plus se faire. Alors là, ce concept de résignation apprise a été très travaillé, en tout cas par beaucoup de chercheurs. Donc, je vous invite à lire les travaux de Seligman, en tout cas, Martin Seligman, qui a des travaux très, très intéressants avec des expériences qui portent sur ce concept-là. Donc, ne pas mettre les gens dans des situations d'échecs répétés qui vont faire qu'ils vont avoir cette image d'eux-mêmes qu'ils ne pourront pas, que quels que soient leurs efforts, donc ce qui fait qu'ils vont arrêter de déployer un effort. Donc, évidemment, si on arrête de se mobiliser, si on arrête de s'engager, on empêche l'apprentissage. Donc aussi, le lien, il me semble, est intéressant avec cet effet d'attente qui a été beaucoup, beaucoup travaillé par beaucoup de chercheurs. Donc, nous savons maintenant qu'on se conforme inconsciemment à l'attente de l'autre, au regard de l'autre. Donc, avoir une attente positive, il y a beaucoup de travaux, vous les connaissez évidemment, l'attente positive de l'autre a un impact très fort sur nous. Voilà, ça me rappelle maintenant cette phrase de Pagnol, dès que les enseignants commencèrent à le traiter en bon élève, il le devient. Alors, comme souvent, la littérature a des intuitions, en tout cas que confirme après la science, je trouve que cette phrase est très juste. Donc, montrer aux autres, leur accorder notre confiance pour qu'ils puissent la mériter. Je pense que c'est comme ça qu'ils seront à la hauteur de notre confiance, en tout cas de la confiance en eux, qui est très importante. Donc, d'où l'importance de ce concept, important pour nous, enseignants, de développer les compétences perçues positives. Là, je vous renvoie aux travaux très intéressants et très, comme ça dit, d'une façon très limpide d'Alain Lurie sur cette question de compétences perçues, combien il est important. Et là, le mot perçu, j'aurais dû le mettre en rouge. C'est-à-dire que ce ne sont pas des compétences que nous avons, mais si nous percevons, quelle est l'image que nous avons nous-mêmes de nos compétences. Parce que nous pouvons avoir beaucoup de compétences, mais ne pas les déployer, tout simplement parce que nous pensons que nous ne les avons pas. Et là, je suis sûre que chacun de nous a des expériences dans ce sens-là. Alors, le sentiment de contrôlabilité, là aussi, est très important. Donc, de développer chez l'autre, et là, il y a beaucoup d'approches aussi, de par les attributions. Et là, c'est en tout cas, enfin, j'aurais souhaité qu'on ait plus de temps pour s'attarder sur ça, sur ce sentiment de contrôlabilité à développer auprès des élèves. Et une fois de plus, comme le mot perçu pour compétences perçues, ici j'ai bien parlé de sentiment de contrôlabilité, c'est-à-dire sentir que nous sommes pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Donc, d'aller de plus en plus vers des attributions internes, donc de voir quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, donc notre part de possibilité de remédier à ce qui nous arrive et aussi donc d'avoir aussi cette confiance que nous pouvons y remédier. Alors là, donc j'ai voulu, alors là, moi j'aime beaucoup, beaucoup aussi enfin, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour développer ce sentiment de contrôlabilité et de travailler sur toutes les attributions, c'est-à-dire quelle est la causalité qu'on donne à ce qui nous arrive. Alors, si on pense tout le temps que c'est la faute des autres, etc., là, on ne pourra évidemment pas avancer. Mais avoir justement cette capacité à revenir sur ce qui revient à nous, parce que c'est là notre marge, en tout cas, de manœuvre, est excessivement important, mais cela aussi se développe et exige des conditions.
Alors là, par exemple, de ne pas donner de feedback négatif pendant l'exploration, parce qu'on empêcherait justement cette exploration. Et tout ce qui procède d'un stress négatif, exprès j'ai mis stress négatif parce qu'il y a un stress qui peut être tout à fait positif aussi, qui est le stress, en tout cas, que nous avons tous cette zone, cette dose de stress qui fait que on va aller vers de nouveaux défis, qu'on va envisager de nouveaux projets, qu'on va aller dans de nouvelles rencontres. Donc, ce stress positif dont nous avons tous besoin, parce que justement, il va activer la zone des récompenses, cette zone, ce système de récompense, il va nous faire sécréter des substances qui vont nous procurer beaucoup de plaisir. Donc, le stress n'est évidemment pas à bannir, il y a un stress moteur et à préserver et en tout cas, voilà, mais le stress négatif, celui qui provient quand on se sent dépassé par ce qui arrive et quand on sent qu'on n'a aucune contrôlabilité sur ce qui nous est demandé, quand ce qui nous est demandé excède notre zone d'apprentissage potentiel, excède notre seuil de maturité. Donc, tout cela empêche les apprentissages de se faire, empêche aussi les projets de se mettre en œuvre dans nos institutions, en tout cas, et nous savons tous quand on pilote un projet, donc l'importance énorme, en tout cas, de connaître le seuil de maturité, jusqu'où cette institution peut aller, l'accompagner pas à pas, pour ne pas justement brûler le projet en brûlant les étapes. Alors, pour s'engager, donc, il est important d'anticiper que l'apprentissage conduira à une récompense cognitive. J'ai hésité à mettre cette phrase pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Je ne parle évidemment pas d'une récompense externe, parce qu'on sait que c'est la motivation extrinsèque, évidemment, elle a de la place parfois, évidemment, elle est importante, évidemment, elle peut être un déclencheur pour des choses, mais en tout cas, on sait que dans la durée, ce n'est pas quelque chose qui va rester, qui va durer. Donc, au moment où il n'y a plus de récompense, où il n'y a plus, donc on ne va plus investir d'efforts, et là, en tout cas, l'URI expose des recherches extrêmement intéressantes dans ce sens. Donc, c'est bien de récompenses cognitives que je parle. C'est-à-dire, on va avoir le plaisir de savoir ce qu'on ne savait pas. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça procure du plaisir au cerveau, comme de manger un très bon chocolat avec les calories en moins. Voilà, on retrouve donc une fois de plus la motivation, l'importance d'accorder du sens, expliciter les objectifs. Alors, la métacognition ici, c'est important de savoir que ça veut dire que savoir comment faire va favoriser l'engagement, parce que c'est très beau de dire que oui, susciter la curiosité, la faim, etc., l'image positive de soi pour que les gens aient envie de s'engager. Mais la métacognition est importante aussi. Ça veut dire de savoir ce qu'on ne sait pas et comment faire pour l'apprendre. Donc, comme ça, avec humilité, pour pouvoir donc mener la personne à identifier son fonctionnement, de savoir identifier ce qu'il ne sait pas et comment faire donc justement pour apprendre. Voilà, je ne sais pas pourquoi il a un trait vert, je ne sais pas si vous le voyez vous, mais je sais pas moi sur mon écran, il a un trait vert que je ne m'explique pas. Alors, dernier pilier, le retour sur information ou sur erreur. Donc, on en a déjà parlé. Donc, on compare, on réajuste. Donc, l'importance d'alterner apprentissage, test, feedback. Le cerveau apprend quand il y a un décalage. Donc, ne pas avoir peur donc, de susciter ce décalage, mais tranquillement pour ne pas effrayer. Prédire, détecter son erreur, se corriger, donc comme on l'a dit, donc accepter le tâtonnement et le petit pas, donner des feedbacks précis, rapides, détaillés, donc et positifs. Donc de là, l'importance de l'accompagnement, de la bienveillance, du feedback objectif, non punitif et de la métacognition, la consolidation enfin. Donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué donc les composantes, si vous voulez, les éléments importants qui vont assurer cette consolidation, pour libérer donc justement des ressources pour d'autres apprentissages. La réactivation, je voudrais insister sur la réactivation. Donc, on sait que réactiver, on sait que, et là, moi, ça m'a catastrophé parce que je déteste perdre mon temps. Et quand j'ai appris que le lendemain d'une prise d'information, on perd 80% de quelque chose qui nous aurait été exposé, j'ai été complètement affolée par cette information. Donc là, mais ensuite, ça m'a beaucoup rassurée d'apprendre qu'en réactivant
une information, on peut conserver l'information et la renforcer. Elle peut justement s'inscrire dans notre mémoire à long terme. Alors, on sait maintenant, donc il est très important de réviser le même jour. C'est-à-dire que maintenant, quand on va se quitter tout à l'heure, on ne va pas tout de suite, bon, enfin évidemment, au terme de notre ordinateur, on va aller manger un bout, mais on va revenir le soir même pendant quelques minutes seulement sur les notes que nous avons prises. Le lendemain, revenir quelques minutes, et le lendemain, c'est important, puisque le sommeil aura consolidé, aura traité à sa façon les informations que nous avons prises pendant la journée. Donc revenir le lendemain aux informations qui ont été données, revenir après quelques semaines, va multiplier par 3 en tout cas les items mémorisés. Et justement, ce renforcement donc, de ce qui a été placé dans la mémoire va fixer ces apprentissages dans la mémoire à long terme, va augmenter notre mémoire, notre stock mnésique, va jouer ce mécanisme de boule de neige. Vous savez qu'une boule de neige, plus elle est épaisse, plus elle est grosse, plus elle va pouvoir, comment on va dire, plus cette boule de neige va grandir. On va dire ça comme ça. Voilà, alors moi, depuis que j'ai appris cette nouvelle, justement, qui m'a permis de ne plus perdre mon temps, depuis, quand je prends des notes, quand j'incite à un webinaire, une conférence, quoi que ce soit, je mets les notes, je ne sais pas si vous me voyez là dans l'image, je ne les range pas tout de suite dans les dossiers, je garde sur ma table de travail pour revenir. En tout cas, j'y reviens quelques minutes, après la prise d'information. J'y reviens en tout cas le lendemain, j'y reviens un peu de temps après, et c'est ensuite que je range dans mes dossiers. Maintenant, je fais la même chose pour les livres que je lis. Avant, bon, je terminais la lecture d'un livre, je le rangeais dans la bibliothèque pour que tout soit très ordonné. Maintenant, je ne fais plus du tout les choses comme ça. Je me permets, parce que je sais que ça a une fonction, de les laisser près de moi pour y revenir, y revenir, y revenir encore avant de les ranger dans la bibliothèque. Voilà. Alors maintenant, synthèse un peu structurée. Donc, les conditions physiques, très, très rapidement, je ne l'ai pas dit, mais l'importance de l'oxygénation, du sommeil, je l'ai dit, de l'alimentation, on n'en a pas parlé, mais du rythme, on en a parlé. Donc, petit rappel, l'importance des pauses structurantes, donc d'alterner pendant une séance également. Donc, la réactivation, comme je viens de le dire, et de donner l'information au bon moment où le cerveau est prêt pour l'apprendre. Ce bon moment, cette notion de bon moment, moi, je la trouve très précieuse aussi parce qu'on peut rater des apprentissages. C'est moins grave encore que de défigurer. Il y a des apprentissages qui peuvent être défigurés parce qu'on les a donnés au mauvais moment, pas au bon moment. Maintenant, ce mauvais moment se décline, en tout cas, ça peut être le mauvais moment dans la vie, ça peut être le mauvais moment de la journée, ça peut être le mauvais moment dans le cycle, dans l'année, dans le mauvais moment ou le bon moment peuvent se décliner à beaucoup de niveaux. Donc, voilà. Le climat, je l'ai répété à plein de reprises. Voilà, c'est très simple et c'est très bête, c'est très idiot, mais c'est pas parce que c'est très simple et c'est facile à assurer que ce n'est pas très important. De plus en plus, je trouve combien c'est un élément en fait simple, mais qui est une condition en tout cas pour tout le reste. Et là, vous savez maintenant que la notion de climat scolaire est devenue un vrai concept, en tout cas, qu'il y a maintenant des grilles pour évaluer le climat d'une institution scolaire. Donc, l'importance d'avoir ce climat sécurisant sans risque, l'importance du respect, de la bienveillance. Des livres intéressants montrent en tout cas l'importance que les élèves accordent au respect, en tout cas. Donc, la reconnaissance plutôt que le contrôle, la fermeté bienveillante. Moi, j'aime beaucoup ce concept de fermeté bienveillante. La justice, la discipline, l'écoute, la participation, le sentiment d'appartenance et la collaboration plutôt que la compétition. Maintenant, évidemment, chacun de ces points, on aurait pu mettre une troisième colonne pour dire par quelles mesures concrètes, donc ce sont des conditions, un exercice, enfin, on aurait pu faire l'exercice aussi de mettre une troisième colonne pour voir quelles conditions mettre en œuvre, quelles mesures mettre en œuvre, quelles mesures concrètes pour assurer cela. La conception de l'intelligence, d'avoir nous-mêmes déjà, en tant qu'enseignants, cette conception de l'intelligence comme étant multidimensionnelle, comme étant évolutive. Maintenant, c'est très important d'avoir donc ce postulat d'éducabilité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure,
en tout cas ce que nous pensons est transmis aux autres, même si nous ne le formulons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les autres se conforment même inconsciemment à nos attentes, même si elles ne sont pas formulées. Mais là, on sait que c'est encore plus important, c'est important, voilà, d'énoncer, de communiquer ce postulat d'éducabilité, de le dire. Alors, parfois, c'est pas seulement parce que nous le pensons que l'autre va s'y conformer, c'est important aussi de le dire. Donc, de dire comme ça simplement à tous que tous, en fait, on peut apprendre, que tout le monde peut apprendre les maths. Voilà, ce serait une information très utile. En tout cas, ça m'aurait été très utile il y a quelque temps. Voilà, la perception de la valeur de l'activité. Alors, voilà, de donner du sens, comme ça, petit rappel de l'étymologie de ce mot savoir, donc de l'importance de la présentation de l'objet, de l'importance de la prise d'information, de l'importance de se projeter vers l'avenir pour que ce qui va donner du sens aussi à ce projet qu'on propose à cet apprentissage et aussi à présenter de façon qui soit attractive, de présenter l'information, après l'avoir préparée, préparer la prise d'information de façon attractive. La perception de sa propre compétence, là, comme on l'a vu tout à l'heure, de développer, et là, il y a beaucoup de travaux très intéressants, en tout cas, de Bandura, de beaucoup d'autres, en tout cas, de Laurent Lurie et autres, de Laurent Villot, d'Alain Lurie, etc., sur donc, comment développer la compétence perçue positive, l'estime de soi, sans laquelle on ne peut pas s'engager avec curiosité, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas revenir sur ses erreurs. On ne vous verrez pas vraiment pourquoi être attentif si de toute façon on sait qu'on ne va pas pouvoir y aller. Le sentiment d'autodétermination, et là, tout de suite, nuance que j'apporte immédiatement, d'autodétermination, ça veut dire qu'on ne va pas laisser chacun faire ce qu'il veut. Oui, parfois les choix sont utiles, parfois non, parfois les adultes peuvent, en tout cas, dire quels sont, enfin, dire quels sont les choix, faire des choix, parce que ce qui ne contredit pas du tout la pédagogie de l'intérêt. Ici, quand on parle de sentiment d'autodétermination, c'est quand ce que nous proposons a suffisamment de sens, quand on en démontre, on en montre le sens pour que l'autre même ne se sent pas contraint d'être là, de prendre ce cours, même s'il est obligé d'être là. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit. Ça veut dire que parfois nous sommes obligés, il y a des cours obligatoires à prendre, apprendre, je ne sais pas moi, certaines matières parfois, ou être là. Bon, c'est une matière obligatoire, on doit être là. Mais donc, c'est une fois de plus de ce sentiment d'autodétermination que je parle, donc de sentir, parce que ça a suffisamment de sens, ce qu'on nous présente, qu'on adhère à ce qu'on nous propose. Donc, on veut bien être là, même si on n'a pas d'autre choix pour aller vite. Voilà. Donc, voilà, dans ça aussi, donc la résignation apprise qui est due aux échecs répétés, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai parlé aussi de ce sentiment de contrôlabilité, comment développer les attributions internes, les attributions modifiables. Ça veut dire que les choses qu'on n'a pas pu faire, ce n'est pas pour la vie qu'on ne va pas pouvoir faire. C'est maintenant, on n'a pas pu, mais là, l'importance de la métacognition et autres, on va pouvoir le faire aussi les attributions spécifiques, donc de décomposer le problème, de ne pas aborder le problème comme ça de façon globale pour voir qu'est-ce qui au juste n'a pas marché, donc de façon de le nommer, de le diagnostiquer de façon spécifique, donc de procéder par une maîtrise guidée, en tout cas à la remédiation. Donc, dans ce sentiment de contrôlabilité peut être aussi favorisé par les défis maîtrisables, comme on l'a dit, par le respect de la zone de développement prochain, ce stress moteur, qui n'est ni une sécurité totale qui engourdit, ni l'excès de stress qui va paralyser la politique des petits pas, la décomposition de la tâche et la maîtrise guidée. Les approches pédagogiques, elles sont multiples, vous les connaissez beaucoup, mais juste pour faire le lien avec ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qui a été évoqué, donc les résultats attendus clairs, connaître Paul, laisser ses représentations émerger, les défis donc situés dans une certaine zone, les méthodes actives, diversifiées, coopératives, responsabilisantes, métacognitives. Voilà, on a parlé donc de tout cela, je ne vais pas le répéter.
l'accompagnement, le tutorat par les pairs. Et là, il y a un très, très beau passage de Bachelard qui dit que les enseignants ne comprennent pas parfois comment on peut ne pas comprendre. Il dit que c'est surtout les enseignants de sciences qui ne comprennent pas comment on peut ne pas comprendre. Alors voilà, parfois les pairs, les élèves savent, peuvent savoir qu'est-ce qu'on peut ne pas comprendre. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé une fois quand Philippe Mérieux m'avait dit que expert, on devrait l'écrire EX, trait d'union, pair, P-A-I-R-S. Donc, je pense que, en tout cas, de plus en plus, que c'est important de s'être coltiner soi-même les expériences qu'on propose aux autres, que surtout quand on pilote un projet dans une institution, c'est important de s'être coltiner. Donc, un père va pouvoir mieux que d'autres, justement, expliquer ce qu'il en est. Voilà, les évaluations et les renforcements. On sait que l'indifférence, c'est la pire des choses, que les renforcements négatifs et la compétition agissent, oui, mais à court terme. Et là, il y a des travaux intéressants aussi de Lurie qui le montrent. L'importance donc des renforcements positifs, des feedbacks précis, bienveillants, fréquents, qui sont en lien avec les performances, qui ne sont pas uniformes, donc des encouragements réalistes. Voilà, l'importance d'annoncer les types et les critères de l'évaluation. Moi, je pense que c'est très important de savoir à l'avance parce que ça va orienter non seulement la prestation elle-même, mais ça va orienter l'apprentissage lui-même. Justement parce que ça va indiquer, comme on l'a dit, à quoi faire attention. Donc, ça va favoriser l'attention, n'est-ce pas? Ça va dire ça va indiquer où orienter l'attention. Donc, signaler les points forts, les points améliorés, les progrès. Donc, fournir des outils d'auto-évaluation, donner des occasions de reprendre, de réajuster, utiliser parfois, mais avec beaucoup de doigté, le modelage social, c'est-à-dire de montrer les performances d'un autre qui nous ressemble et auxquelles on peut s'identifier, et assurer aussi un réseau d'apprentissage. On sait en tout cas que maintenant, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'outils numériques qui favorisent donc la création de réseaux d'apprentissage entre les enseignants entre eux, en tout cas de toute façon, entre enseignants et les ressources et les pairs. Donc, il y a en tout cas à beaucoup de niveaux, il y a des réseaux d'apprentissage excessivement intéressants à mettre en place. L'enseignant, voilà, j'ai voulu terminer par ça, c'est le plus important. Ce sera le mot de la fin. Donc, l'effet maître qui est reconnu, on enseigne avec ce que l'on est. Là, on le sait tous, je crois. Et j'aime beaucoup, moi, cette phrase de Pablo Neruda, ce que nous sommes crie plus fort que ce que nous disons. Alors là, j'ai parlé tout à l'heure au début de l'identification projective. Donc, si nous avons une intention très, très forte, si nous montrons notre très fort désir que l'autre apprenne, ça va être un levier pour qu'il apprenne. J'aime beaucoup aussi cette phrase d'Alain qui dit attendre une bonne réponse et la souhaiter de tout cœur, c'est la vraie manière d'aider. Voilà, la souhaiter de tout cœur, attendre et souhaiter de tout cœur. L'identification par trait unique, soyez contagieux. Donc, voilà, je pense que notre passion peut être contagieuse. Donc, si on ne peut pas transmettre quelque chose dont on n'est pas porteur. Enfin, les autres ne sont pas bêtes, il ne faut pas prendre, parce que sinon, ils ne sont pas porteurs de ce que nous proposons. Donc, un enseignant motivé, chaleureux, qui a de l'empathie, qui a une maturité affective. Là, c'est intéressant, il y a des travaux qui ont été faits qui ont montré que les élèves, en fait, le profil de l'enseignant préféré, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, en fait, ce qu'on peut déduire, c'est que essentiellement, ils aimaient un enseignant qui a une maturité affective. J'ai aimé cette notion de maturité affective, de savoir qu'on n'est pas là pour plaire, mais pour former. Et là, je pense que c'est important pour ne pas aller dans la démagogie, dans le populisme, avoir des attentes positives, avoir de l'humour, je pense que c'est important, de la bienveillance. J'aime là, je sais pas, c'est dans l'Évangile, je crois, ce préjugé de bienveillance, c'est-à-dire avant tout, avant la rencontre, être dans cette posture de bienveillance, la fermeté bienveillante, on en a déjà parlé, et puis être apprenant soi-même. Voilà. Alors, je vous remercie. Voilà, parfois, il y a eu peut-être des choses que j'ai répétées, mais je l'ai fait pour justement pouvoir faire des liens, pour confirmer des liens sur ce trajet des petits cailloux du Petit Poucet.